Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Une information, et maintenant Del-Watan, notamment du site Del-Watan, qui rapportait cette semaine que le président de la République s'était déplacé à bord d'un avion médicalisé en France. Une information finalement qui a été en quelque peu démentie, pas démentie, mais le président de la République se trouve ici. On a vu hier les images. El-Watan reprend l'information en disant que de sources présidentielles, finalement, il est en Algérie. Un peu plus tard, je suis obligée de dérouler un petit peu l'information, parce qu'un petit peu plus tard, on apprend que l'avion s'est bien déplacé, mais qu'à l'intérieur, il y aurait peut-être le président, le frère du président. Ça, c'est lapsus. Alors, tout ça, oui. Bon, tout ça, c'est pour parler quand même de confusion. On est encore dans la confusion. À la limite, c'est un petit peu fatigant. Vouloir se rattraper parce qu'on n'a pas pu venir. Je parle de la presse. Je vous propose de revenir là-dessus cette semaine. Parce qu'on n'a pas pu voir les choses arriver, notamment Grenoble et peut-être avant aussi, est-ce que tout ça ne risque pas de nuire à la crédibilité de la presse ? Tu me regardes, donc je suis obligé d'en parler. Oui, parce que tu étais le plus motivé sur cette question. Non, je dirais sur un point qui est très précis. Là, on ne peut plus se permettre des demi-mesures. Un journal dit... Le président Bouteflika est allé se faire soigner selon nos sources. Donc, ce journal doit ensuite dire, je persiste, je signe, le président Bouteflika est allé se faire soigner et je fais confiance à mes sources. Sinon, il reconnaît qu'il s'est gouré. Qu'il a repris Maghreb confidentiel, parce qu'il le cite. Hein. Non, ils disent selon... Pardon, non, quand on parle de l'Ouattane, soyons précis. Non, il faut qu'on dise les choses de manière ramassée et claire. Il a dit no source. Si le journal a été manipulé, il le dit. Et dans les pratiques journalistiques, il s'arrange pour qu'on sache qui l'a manipulé. Parce que cette source, il ne faudrait pas qu'elle s'amuse qu'elle manipule d'autres gens. Donc là, on ne peut pas jouer sur ce terrain-là. Il faut être tranché. Point. Ouais. En fait, la situation est très difficile. Moi, je dirige le Huffington Post. J'ai choisi de ne pas publier cette info. Mais pourquoi? Je vais vous le dire de manière honnête, par feeling, pas de manière objective. De manière objective, et pour pouvoir passer une information, c'est la règle de base, il faut la recouper par deux sources possibles. Il n'y a manifestement aucune possibilité aujourd'hui en Algérie d'avoir un début d'information sérieuse sur la santé du président, sur ses déplacements. Et donc, on est amené à faire des choix qui relèvent un peu de l'irrationnel. Je n'ai décidé de ne pas la publier. Par feeling, j'ai senti que cette info n'est pas très sérieuse. Voilà. Donc, il n'y a rien d'objectif, je l'avoue. C'est une limite. C'est une limite dans ce recours. Ne veut pas accorder, je vais le trahir dans le CPP, qu'il a une vigie à Zeralda. Et c'est pour ça qu'il a une vigie très solide à Zeralda. C'est pour ça qu'il a c'est du feeling, plus une vigie. Tu dois être très précis, c'est dangereux. Tu parles comme Hamadesh. Certains pourraient te comprendre faussement. Partout, visiblement. En fait, l'information principale qui aurait été répercutée par la presse, c'est la présence de l'avion présidentiel, le Gulfstream, qui a été apparemment, effectivement, aperçu sur l'aéroport. Tu dis apparemment. Non, ne dis pas apparemment. Il a été ou il n'a pas été. On ne peut pas continuer comme ça. Maghreb confidentiel a dit que l'avion exactement. Maghreb confidentiel. Au Bourget. Voilà. Jeune Afrique aussi a donné l'information comme quoi l'avion présidentiel a été aperçu au Bourget sur place. Il y a eu des sources qui avaient dit qu'il n'y aurait pas, comme vous venez de dire, le frère du président. Mais ce qui a renforcé cette information, c'est que des sources proches du gouvernement, en l'occurrence des journaux publics, disent que le président de la République n'est pas en France, qu'il est en Algérie, qu'il va recevoir. Voilà. Attention, il est en Algérie. Il est en Algérie. Voilà. Mais après, ils ont dit la même chose il y a 2 semaines lorsqu'il était apparemment à Grenoble. Non, ils n'ont pas dit la semaine. La presse parapublique. Non, la presse parapublique. Les chaînes de télévision qui sont proches du cercle
cercle présidentiel ont dit non, il est à Alger, il poursuit son travail en Algérie. Il aura fallu attendre Sellel 2 semaines plus tard pour dire oui, il était là chez vous pour un contrôle médical. Non, mais je veux dire, ça devient, je veux dire, comme vous l'avez dit au début, ça devient un peu lassant ce feuilleton. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? La question principale qu'il faut poser aujourd'hui, c'est il faut qu'il soit là, il faut qu'il apparaisse, il faut que les Algériens le voient. Mais passer notre temps à nous interroger sur l'endroit où il se trouve, je veux dire, je ne trouve pas que ce soit une bonne manière pour la presse de gérer cette question-là. Sur la question des sources, en effet, il est quasiment impossible de recouper 2 sources sur l'état de santé du président et sur le lieu où il peut se trouver. Mais en revanche, si je suis obligé de donner une information, disons que je tire d'une seule source, la moindre des choses est de donner l'identité plus ou moins complète de cette source pour que mon lecteur puisse se déterminer quant à la crédibilité de cette information-là. Si je suis dans l'incapacité de recouper, au moins que je donne l'identité de cette source, que je ne dise pas de façon un peu ambiguë nos sources ou sources informées. Parce qu'autrement, je suis en train d'inviter mon lecteur à me croire sur parole. En fait, ça reviendrait à ça. Oui, oui. Oui, Hassan. Oui. Bon, on m'a accusé la semaine dernière d'avoir défendu Saad Darbarab, donc j'ai essayé quand même de défendre le Ouattane, c'est plus facile dans le milieu de la presse. J'espère qu'on va pas plonger là-dedans. Hein. Oui, non, risque pas. Pas cette fois. Moi, j'aurais été à la place de Ouattane, j'aurais essayé de sortir quelque chose. Moi, je pense que quand il y a un journal confidentiel qui dit qu'il y a l'avion présidentiel à Paris, sur le tarmac du Bourget, il faut tout de suite essayer de savoir pourquoi. Et dans la situation où nous sommes, un président malade qui peut mourir à tout moment, il faut le dire comme ça, et on peut se retrouver dans une nouvelle situation politique à tout moment, c'est un sujet majeur tout à fait cessant. Donc on essaie de savoir. Quand on essaie de savoir sur un site internet, dans la vitesse du temps internet, on peut se tromper. Donc moi, je ne fais pas de procès à Ouattane s'il s'est trompé en disant que c'est le président qui était dans l'avion. Je ne lui fais pas de procès. Aujourd'hui, par contre, c'est vrai qu'il doit reconnaître qu'il s'est trompé, mais la fois prochaine, c'est son devoir, c'est notre devoir de journaliste d'essayer de savoir pourquoi l'avion présidentiel est à Paris. L'erreur professionnelle serait de considérer que ce n'est pas un sujet. Oui. Et en même temps, moi je déteste ce sujet parce que c'est le nombrilisme de la presse qui parle. Il ne s'agit pas de faire le procès d'un journal. Voilà, on est tous concernés. Abed, excuse-moi, mais finalement, ce que tu dis, ce que disait Yassine, ce que dit un petit peu tout le monde ce matin, je vais donner la parole à Kim parce qu'on ne l'a pas entendu, c'est que recouper des informations, la vigilance dont on a souvent parlé, ici même quand il y a eu l'histoire de Grenoble, est-ce qu'elle n'a pas ses limites? Et à ce moment-là, il faut arrêter d'en parler, c'est dire franchement, c'est fini, le défi n'est pas là. Est-ce que la question n'est pas de passer outre aujourd'hui et dépasser tout ça? Non, moi je crois qu'au-delà de la quête du scoop, et Hassan a raison de dire que l'affaire est très importante pour qu'on s'y intéresse. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'état de santé du président dont les conséquences peuvent bouleverser la donne politique. Mais au-delà de la quête du scoop par Ouattane, qui aurait dû reconnaître qu'il s'est trompé, je crois que la balle est dans le camp du gouvernement qui ne donne, comme l'a dit Jafar, qui ne donne pas d'informations sur la santé du président, qui est devenue une affaire privée. Mais oui, c'est-à-dire que la presse va encore se tromper de nouveau parce qu'elle va s'intéresser à cette affaire, parce qu'il y a des conséquences politiques importantes. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas passer outre maintenant, aller et penser à autre chose que le président s'est déplacé, s'il est malade et s'il se déplace, on finit par le savoir finalement. Nous sommes très clairement dans une situation où le pouvoir a décidé de ne plus communiquer rien du tout sur la santé du président. Ça, c'est un élément majeur. D'ailleurs, Sellel, quand il a parlé à Paris, je crois que c'est une erreur de casting. Quand il a dit à Grenoble, il est allé. Et je me demande si ce n'est pas le coup de colère londonien n'est pas dû à ça. Il a fait une erreur de casting en disant que le président est allé à Grenoble. Juste après, je demande au président Hollande de venir en Algérie et de constater par lui-même l'évolution de l'état de santé du président de la République. Je pense que c'était l'erreur. C'était encore plus grave que la première phrase. Il était là pour un contrôle médical. On est en plein quatrième mandat. Voilà. Oui. Alors la question cette semaine, c'est l'absence de cap. On vient de le voir encore. Est-ce que cette situation
a favorisé la montée de l'extrémisme. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a eu l'histoire de Kamel Daoud, l'écrivain journaliste Kamel Daoud, qui a été condamné à mort dans une fetwa. Il a déposé plainte hier. Avant lui, il y a eu Marim Bouzid Sebabou, qui est chercheur en anthropologie, qui a passé quand même 20 ans à faire des recherches sur un sujet, qui a publié un livre et finalement qui a été retiré parce qu'on a estimé que là-dedans, il y avait des choses qui dérangeaient, notamment parce qu'elle parlait de la prostitution pendant le colonialisme. Il y avait eu avant, déjà, l'histoire du film, ou la prêche de la chaîne Nahar TV, encore plus précisément, contre le film Loranais, qualifié notamment de satanique, d'insultant, parce qu'il montrait des héros de la Révolution qui boivent du vin. Des dérapages là-dessus, où l'expression, mais publique, c'est important, l'expression publique des intolérances. Qu'en pensez-vous? Ersen. Non, la société algérienne est profondément intolérante. Elle s'est construite dans un système, face au colonialisme, dans un système de valeurs absolues qui devait se préserver comme tel. Les années d'après l'indépendance, qui devaient se préserver comme tel, sinon on aurait été dissous face au colonialisme. Donc il y a une forme de résistance qui a dans la société rurale, à mon avis, entretenu une forme d'archaïsme sociétal. Pourquoi il n'a pas disparu, pourquoi il n'a pas régressé suffisamment après 50 ans d'indépendance? Évidemment, c'est des péripéties politiques. Ce serait lent de les développer ici. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la gouvernance politique algérienne, est-ce que l'état de droit, entre guillemets, favorise ou pas ce type de débordement? À mon avis, ils sont nés accoutumés, il a joué dessus. Et malheureusement, on est en train de revenir à la situation d'avant octobre 88, où on commençait avec la montée de l'islamisme radical à avoir ce type d'expression. On n'a pas l'alternance politique, on n'a pas les avantages de l'ouverture démocratique avec un changement de pouvoir, etc. Et on a les manifestations d'une société fermée. On a les manifestations les plus inquiétantes d'une société fermée. Et j'avoue aujourd'hui que c'est très très préoccupant. Il est vrai de dire que la société algérienne est intolérante, elle est conservatrice, mais heureusement qu'il y a des électrons libres qui vont à contre-courant, heureusement qu'il y a Kamel Daoud, heureusement qu'il y a des mouvements, des associations qui essayent un peu de défendre leurs convictions. Moi, j'ai parlé avec un responsable du ministère des Moudjahidines. Je lui avais demandé pourquoi est-ce que le ministère s'est offusqué du film Loranais. Il m'a dit parce qu'il montre des Moudjahidines boire du vin. Je lui ai dit alors, il m'a dit c'est pas vrai. Les Moudjahidines n'ont jamais bu de vin. Donc vous voyez dans quel raisonnement ces gens-là se trouvent. Ils se trouvent dans le dogme. Donc pour eux, s'il y a un film, un écrivain, un journaliste qui essaye de bousculer un peu les traditions, eh bien pour eux c'est l'homme à abattre. Et je pense qu'il faut pas s'arrêter. Moi, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau premier qui est celui de l'incapacité de distinguer une fiction de la réalité. Ça, c'est un niveau de débat important. Je veux dire, reprocher à un film de montrer, dans le cadre d'une fiction, un personnage dans une posture ou une autre, c'est déjà un problème de le lui reprocher, parce qu'on est en train de lui reprocher le droit d'imaginer des choses et d'être dans la fiction. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est celui de l'intolérance de la société algérienne. Je crois que tout le monde en convient. C'est même un sujet de fierté pour beaucoup de nos concitoyens de dire, voilà, les Algériens, ils sont ceci, ils sont cela, ils tiennent à leur tradition, ils ne veulent pas machin, etc. Moi, j'aimerais juste, comme remarque sur ce qu'a dit Ersen, ce n'est pas vrai que cette intolérance est spécifique à la société rurale. Je rappelle que Hamad Ashki a dicté cette fatwa contre Kamel Daoud est natif du Télémri. Je ne crois pas que ça ait à voir avec le monde rural. Je crois que le plus préoccupant est que le monde urbain, justement, ne soit pas suffisamment ouvert, ne soit pas ouvert comme il devrait l'être, comme le devrait l'être une grande ville comme Alger. C'est ça qui est préoccupant pour moi plus. Je dirais, pour finir sur cette question-là, que les gens qui luttent pour que ça change, il y en a, ils ne sont pas visibles, et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin évidemment de gens qui portent ce combat contre l'intolérance et pour la liberté de conscience, parce qu'il faut le dire, la question, ce n'est pas seulement la question de la liberté artistique, c'est aussi incidemment et de façon indirecte, c'est aussi la question de la liberté de conscience aujourd'hui. Il y a des gens en Algérie qui ont d'autres convictions que les convictions officielles qui sont transcrites dans la Constitution, et la Constitution même leur reconnaît ce droit-là, et c'est ça qui est en question aujourd'hui, il faudrait le dire. On a besoin de gens pour porter ce combat, mais il y a aussi d'autres gens qui sont moins visibles, qui le portent au quotidien, et qui devraient peut-être être eux aussi montrés, et voilà.
Ça me rappelle quelqu'un qui a écrit un roman dont l'héroïne est une fille qui s'appelle Anita. Et un de ses copains, grand journaliste de la télévision, lui a demandé de lui présenter Anita. C'est une histoire vraie. Donc, il n'arrivait pas à comprendre que c'était de la fiction. En fait, ce qui vient d'être dit aussi, ça reflète quand même quelque chose de positif. De positif, je mets des guillemets, enfin des points très positifs. La société urbaine, Hassan a parlé de société rurale, Yassine a rectifié un petit peu. En fait, la société algérienne, il n'y a plus de société rurale aujourd'hui. Moi, je vais dans des zones rurales tous les week-ends. Les jeunes, dans un petit douar du bout du monde, sont habillés exactement comme les petits jeunes d'Alger. Les mêmes réflexes, les mêmes mots. Ils ont la 3G, ils ont l'Internet, ils s'habillent de la même manière. Les femmes Non, les femmes n'existent pas là-bas. D'accord. Donc il y a tout, là, hein. ce bouleversement qui est total. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que la société de communication qui est née ces 10, 15 dernières années a complètement bouleversé les choses. Il y a 30 ans, un islamiste pouvait à la limite s'exprimer. Quand les islamistes ont fait le grand rassemblement à la fac centrale à Alger, il y en a un qui a parlé en lisant un texte, et sur 5 ou 6 ans, on n'a entendu que ce texte-là. Aujourd'hui, l'Internet, les moyens de communication permettent à n'importe quel connard de dire n'importe quoi. Entre guillemets, on va mettre... Et c'est un monde, on ne sait pas où ça va aller. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous, pour les Américains, pour les Français, pour tout le monde. C'est un monde nouveau qui est né. On essaye de cohabiter avec, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Ce n'est pas uniquement négatif. Si on se rappelle qu'autour de cette table, on a quand même dit que ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'était largement dû à cette émergence des réseaux sociaux, des moyens de communication, les chaînes de télé, etc. Donc voilà, c'est un monde nouveau qui est là. Oui. Bah, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire, il ne faut pas quand même se laisser guider par le débat imposé par les Hamadaj. Il y a un problème très simple, c'est celui de la loi et de l'État. Il y a quelqu'un qui a dit il faut tuer Kamal Daoud. Ce type-là a commis un grave manquement. Il faut que la loi s'applique. La question, c'est une question de l'État et de la loi. Ce n'est plus un débat d'idées. On est sorti du débat d'idées, même du débat social. Est-ce que la société algérienne est avancée ou pas avancée? Est-ce que tu portes des idées d'avant-garde ou non? Aujourd'hui, il y a une question. Est-ce que l'État va faire appliquer la loi? Oui. Est-ce que l'État va faire appliquer la loi? Il a déposé plainte, on verra. On sera obligé d'attendre maintenant la justice, oui. Je ne veux pas prendre la parole, Abdelkrim. J'aimerais juste faire un petit lien avec ce que je peux observer, moi, en Égypte. C'est que, c'est-à-dire, Hamadaj, il appartient à un courant qui se réclame de la Da'wa Salafiyya. En Égypte, il y a un courant équivalent qui s'appelle la Da'wa Salafiyya, qui, étrangement, soutient le régime actuel de la façon la plus disons, franche qui soit. Donc c'est à se demander s'il n'y a pas dans cette région des courants plus ou moins similaires qui appartiennent d'une façon ou d'une autre au courant religieux et qui ont le même rôle qui est dans la société, qui est celui d'être une sorte de caution indirecte des régimes en place et de l'autre côté qui aurait aussi pour rôle de dériver un peu l'intérêt de la société dans des moments cruciaux comme celui que nous vivons aujourd'hui en Algérie, vers des questions subsidiaires et secondaires. Parce qu'en Égypte, la Da'wa Salafiyya, c'est un courant qui soutient le régime actuel et qui est tout le temps dans les questions de halal et de haram, alors que la situation aujourd'hui en Égypte, elle exige d'autres positionnements. Ce sont des courants qui me semblent venir de la même origine et qui me semblent avoir la même fonction dans des situations politiques fermées, comme c'est le cas aujourd'hui dans les deux pays. Oui, vas-y. Non, il y a des éléments qui ont été dits pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Il y a un problème de double crise. L'Algérie n'a pas réglé ses contradictions depuis 1962. Aujourd'hui, ça s'est accumulé, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé parce qu'il y a la deuxième crise, qui est la crise de pouvoir lui-même.
Jaafar parle de l'affaire d'État. L'État refuse d'assumer ses responsabilités, pas seulement sur cette affaire, sur beaucoup d'affaires, notamment cette violence chronique qui caractérise la société algérienne. Et la semaine passée, on a parlé du congrès ou de l'université d'été de l'AIS. Moi, j'avais dit que c'est une politique de Bourourou. Pourquoi? Parce que le régime en crise, incapable d'assumer ses responsabilités, de jouer son rôle de régulateur à tous les niveaux, adopte des attitudes un peu moralistes, puritanistes, à la manière de ces fous alliés qui condamnent les gens à tort et à travers. Et manifestement et objectivement, on a l'impression qu'il y a une alliance entre ce courant moralisant, qui veut moraliser la société coûte que coûte pour la détourner des problèmes réels, et un pouvoir en panne de perspective. Le problème est quand on en appelle à l'État et l'application de la loi, c'est derrière l'État, est-ce que l'État est neutre? Est-ce que l'État il a une position? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire politiquement? Et je suis d'accord avec Karim quand il dit aujourd'hui le problème il est politique. On est face à un désarmement complet. Il y a 40 ans, Kamal Daoud, c'était Houari Boumdine. Il y a 40 ans, c'est Houari Boumdine qui portait le discours, un discours vis-à-vis de la modernisation nécessaire pour être dans l'histoire, entre guillemets, version Sarkozy. Il a dit dans la conférence des pays islamiques, on ne veut pas aller au paradis le ventre creux. Oui. Et moi je me rappelle, les islamistes étaient effarés. Il y a eu un basculement avec Bouteflika. Bouteflika a désarmé l'idéologie. Qu'est-ce que c'est l'idéologie du FLN aujourd'hui? Elle était nationaliste modernisatrice. Aujourd'hui, elle est islamisante honteuse. Elle n'est rien. Elle est islamisante honteuse, parce que l'accord avec l'AIS, l'accord avec etc., vu qu'aujourd'hui il y a un désarmement, elle est rien, on peut dire qu'elle est rien, parce que ça ne leur appartient pas. Effectivement, elle est rien du tout. Et ça ouvre la porte à toutes les dérives. À la limite, aujourd'hui, si l'État portait l'État de Kemal Atatürk en Turquie, c'est vers lui que tapaient les islamistes, parce que, et à la limite, il ménageait la société. Aujourd'hui, l'État n'étant rien, la police ramasse en Kabylie des ouvriers de chantier qui ne font pas dans le mois d'août et les embastille tout de suite et ne réagit pas à ce type de dérive. Et donc c'est de là que vient le grand déséquilibre. L'État, il s'est désarmé idéologiquement, il devrait se redonner une teneur de ce point de vue-là. Et c'est pas Bouteflika qui va la lui donner. À propos de la création artistique et de la censure de l'art, il y a René Vauthier qui raconte au début des années... Deuxième partie, moi je vous propose de parler d'Égypte parce que, je le disais en début d'émission, nous allons profiter de la présence de Yassine Temlali qui vit en Égypte depuis plusieurs années. Et Yassine Temlali a planté le décor dès le début. J'allais vous poser la question toute simple, comment se porte l'Égypte aujourd'hui? L'Égypte de Sisi. Vous avez planté le décor dès le début en parlant de restrictions de liberté, en parlant d'un tas de choses, voilà, d'un pays qui va à la dérive. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus en détail? Oui, je ne sais pas si on peut revenir dessus en détail, mais ce qui est certain, c'est que les espoirs de cette période, disons, post-révolutionnaire, se sont, de mon point de vue, complètement évanouis. On est dans une situation qui est encore pire, il faut le dire clairement, que la situation qui a prévalu en Égypte avant la démission de Moubarak. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Au niveau de la pratique quotidienne des libertés déjà limitées, c'est pire. Aujourd'hui, les gens sont condamnés à plusieurs années d'emprisonnement parce qu'ils ont manifesté. Moi, j'allais en Égypte du temps de Moubarak, on encadrait les manifestations comme on le fait aujourd'hui, mais on ne condamnait pas les gens qui manifestaient à plusieurs années d'emprisonnement. Rien qu'à travers cet exemple, on peut voir, à mon avis, le recul dans lequel ce pays est. Ce pays, l'Égypte aujourd'hui, disons, compte sur l'aide des pays du Golfe, mais l'aide des pays du Golfe, elle n'est pas éternelle. Et en plus de cela, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays du Golfe prennent cette position en faveur du régime actuel parce qu'ils ont des investissements et des intérêts à défendre en Égypte. Ce n'est pas seulement parce qu'ils détestent les frères musulmans, c'est parce que les frères musulmans ne leur garantissent pas suffisamment de stabilité pour leurs affaires en Égypte. Voilà. Moi, ce qui me frappe dans la situation égyptienne, moi, je suis un optimiste et un idéaliste. Le conseil d'administration de Face Média me le rappelait encore hier. Je me suis dit l'expérience algérienne, l'expérience tragique algérienne, devrait rayonner suffisamment dans le monde arabe pour que
les processus politiques en tiennent compte. Et je me suis toujours dit qu'en Égypte, on tiendrait compte des conséquences de l'interruption d'un processus démocratique. C'est différent. Il y a eu le soulèvement de juillet 2012 qui a amené Sisi à faire son putsch. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé en Algérie. C'est différent. Mais finalement, on a interrompu un processus démocratique en Égypte. De la manière la plus brutale, parce qu'il y a eu des milliers de morts et le président élu a été jeté en prison. L'Algérie n'a impacté en rien. Ils n'ont pas eu peur. Les militaires égyptiens n'ont pas eu peur de faire la même chose. Et aujourd'hui, moi, je suis très inquiet pour mon ami Yassine Temnali, qui a vécu ce processus en Algérie, qui se retrouve en Égypte au même moment, dans le même scénario. Je suis très inquiet. Parce qu'il me dit, voilà, au prochain pays où il va s'installer. Absolument. C'est lui qui l'a apporté. Il n'y en aura pas d'autres. Non, mais la différence peut-être, c'est que la société... On va lui d'aller en Tunisie. Bon, mais la différence, c'est peut-être que la société est fondamentalement différente quand même. C'est pour ça que je voulais poser ma question, parce qu'il y avait une question au bout de mon intervention. C'est en quoi c'est différent finalement, et en quoi ça ressemble aux années, quand tu dis c'est plus grave que du temps de Moubarak. Après nous, en 93, c'était plus grave que sous Chetli en 87, à un moment donné, parce qu'on mourait. C'était pas les arrestations, c'était la mort. En quoi c'est plus grave, en quoi c'est proche de l'Algérie, en quoi ça peut ressembler, ça peut être... Voilà. Le niveau des attentats, le risque de guerre civile, etc. Non, moi je pense qu'il y a deux choses. La première est le contexte régional dans lequel, dans la région. Je veux dire, il y a un certain nombre de pays instables. La Syrie est instable, l'Irak est instable, la Libye, qui a des frontières avec l'Égypte, est un pays instable. Je crois qu'on ne peut pas lire la situation égyptienne en dehors de ce contexte. C'est ce contexte qui permet au régime aujourd'hui de gouverner avec plus ou moins d'aisance, parce qu'il y a toujours l'épouvantail de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Libye, etc. C'est très important. Ce n'était pas le cas en Algérie à cette époque-là. Le contexte régional était plutôt stable. La deuxième différence est que ce soulèvement contre Morsi était un soulèvement populaire. Je peux en témoigner. C'est-à-dire qu'il y avait une telle haine des frères musulmans qui venait de plusieurs choses, qui venait en partie de la haine de la bande à Moubarak pour les islamistes, mais qui venait aussi d'une déception très large d'un certain nombre de couches sociales vis-à-vis du pouvoir islamiste. Ce qui en Tunisie s'est exprimé par voilà. les urnes. Donc ce qui se passe par rapport à la situation algérienne, c'est cela, c'est qu'il y a eu un certain niveau de soutien populaire à cette remise en cause du pouvoir des islamistes. Je crois que c'est différent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dilapidation totale et continue de ce capital soutien à ce régime, à ce nouveau régime quand il s'est installé, parce que ce régime, en réalité, il veut revenir en arrière, disons, à une situation antérieure. Alors moi, je crois que c'est ça la différence. La troisième différence, je finis là-dessus, je suis désolé d'être lent, c'est que, disons, la géographie du pays, la géographie de l'Algérie, offrait les conditions d'une guérilla très violente et disons, durable. Ce qui n'est pas le cas en Égypte, sauf dans la région du Sinaï, où cette guérilla est antérieure, disons, à l'interruption du processus électoral égyptien. Excuse-moi, Abdelkrim, juste. Moi, je suis un petit peu étonnée d'entendre que l'éviction de Mohamed Morsi, c'était vraiment une volonté populaire. Est-ce réellement? Non, je parle de... voilà, après, il y a un contexte de Morsi. De l'éviction. L'élection. J'avais compris l'élection. L'élection. Voilà, c'est vraiment une volonté populaire. Je suis surpris. Une partie de la société. Une partie de la population. Donc lui, il dit, je l'ai vraiment senti, ça paraît général. Dans un pays où il y a des traditions démocratiques, cette situation aurait été gérée par une élection anticipée, par une sorte de référendum de révocation, et pas par la répression, pas par l'interdiction d'un parti qui a gagné aux élections, et surtout pas par l'emprisonnement du président qui a été élu. Je crois qu'il y avait une sortie, disons, politique de cette situation-là, mais de mon point de vue, il y avait une grande partie de la population qui était contre le pouvoir des frères musulmans. Mais comment en sortir et comment ne pas se laisser manipuler par les militaires qui veulent revenir à travers ce soulèvement anti-Morsi? C'est ça la question qui était délicate. Et peut-être, personnellement, moi je me suis trompé complètement sur l'analyse
de ce mouvement anti-Morsi. Je pensais qu'il pourrait déboucher dans un contexte révolutionnaire sur quelque chose de plus intéressant qu'un retour en arrière. Moi, je pense que l'élection de Mohamed Morsi est un débat éternel. On n'en finira pas d'en parler parce qu'il y a eu tellement de contradictions. Les gens disaient qu'il y avait 20 millions de personnes dans la rue. Certains disent qu'il y en a eu moins. D'autres affirment aussi que Mohamed Morsi avait lui-même dit que s'il y avait 500 000 personnes dans la rue, il quitterait le pouvoir, alors qu'il y en a eu des millions. Les partisans du coup d'État, je ne sais pas si on peut l'appeler coup d'État, celui du 3 juillet, ils disent que ce n'est pas un coup d'État, puisque le maréchal Sissi... Ce sont des partisans qui disent que le maréchal Sissi avait prévenu Mohamed Morsi plusieurs jours à l'avance. Un coup d'État est brutal, il est soudain. Et n'oubliez pas que ce 3 juillet aussi, n'oublions pas, je ne suis pas un partisan du coup d'État, je vous rassure. Le 3 juillet, ce qui a renforcé la position de Morsi, c'est que le jour où il a annoncé sa prise du pouvoir, il était entouré de tout le monde. Il était entouré du chef de l'église, du chef de l'église copte, il était entouré de Cheikh al-Azhar, il était entouré des chefs de l'armée, il était entouré de tous les partis tunisiens. C'est ce qui a légitimé en quelque sorte son coup d'État, même si ça reste un coup d'État pur et simple. Non, je comprends. Il y a quand même... Non, il faut revenir à des fondamentaux. Quand on se perd, on revient à des fondamentaux. Morsi a été élu. Aujourd'hui, en France, François Hollande est à 10% dans les sondages. 20% maintenant. 20, 15, 5. C'est pas important. Non, mais attends, il fait un très grand retour. Voilà comment on va. Il faut être précis. Tu parles de précision. On va dans les détails. Sois précis. L'essentiel, c'est que Hollande, il a une élection dans 2 ou 3 ans et c'est la règle. Il faut suivre la règle. En Égypte, n'importe comment, moi je dirais qu'on a manipulé la rue pour donner l'impression qu'elle contestait Morsi parce que la règle voulait qu'il y avait dans 4, enfin je sais pas, le mandat présidentiel en Égypte c'est 4 ou 5 ans. Et comme le mandat tu fais ton élection, il rentre chez lui et puis c'est tout. Dans ces histoires-là, il faut revenir à ces fondamentaux. Dans les fondamentaux aussi, dans la société algérienne comme dans la société égyptienne, Ihsan disait tout à l'heure, ce que j'ai compris, c'est que Sissi a pris comme idéal de général Khaled Nzar. Bon, ce n'est pas un immense progrès pour l'humanité, mais les mouvements sociaux se ressemblent dans ces pays. Et moi, je suis très content que la Tunisie ait pris un chemin qui soit un peu différent. On va voir ce que ça donne. C'est pas là que tu placeras ta phrase. Hein. Moi, je crois personnellement que ce n'est pas le démocratisme qui va expliquer la situation en Égypte. L'Égypte, la position géographique de l'Égypte par rapport au Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, mais aussi Israël. C'est-à-dire qu'on allait inéluctablement vers un bouleversement. Dans quel sens? J'imagine que les militaires ont essayé de trouver la marche à suivre en fonction de la rue. Il y avait une contestation réelle de Morsi, de sa gouvernance, pas seulement en tant que frère musulman, président, sa façon de gouverner, mais il y a aussi l'opposition aux frères musulmans. Mais je crois, à mon avis, qu'il y a l'attitude des pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, et celle des États-Unis par rapport à Israël, qui ont pesé et qui ont encouragé les militaires à aller au-delà de tes espoirs. Ton analyse n'était pas fausse. En fait, ce qui l'a bouleversé, ce sont les enjeux régionaux, parce que effectivement la tendance de la rue, parce qu'on parle de 32 millions de personnes qui auraient... Enfin, ça reste important. Le mouvement de juillet, le mouvement populaire était important. Ça devait déboucher sur quelque chose d'intéressant s'il y avait des alternatives subjectives. Je veux dire, ça veut dire une organisation politique capable de canaliser vers un autre objectif. Mais je crois que le poids des États-Unis et de l'Arabie Saoudite ont pesé sur la tendance qu'a prise la dynamique de juillet. Moi, je serais curieux de savoir dans quelle mesure la guerre entre le wahhabisme, l'Arabie Saoudite et son wahhabisme, contre les frères musulmans a pesé dans la chute de Morsi. Moi, je pense qu'elle a pesé dans le sens où on ne prend pas une telle décision sans s'assurer de l'appui d'un certain nombre de pays importants dans la région. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Je dis, si on a eu l'accord de l'Arabie Saoudite pour dégager, entre guillemets, les frères musulmans, eh ben, on les dégage. Si on n'a pas leur accord, c'est difficile quand même
d'entreprendre ce genre d'action. Parce qu'il y a des investissements importants, etc. Il y a aussi des promesses d'investissement, des promesses... Oui, voilà. Des aides, des dépôts dans la Banque centrale égyptienne pour l'aider, etc. Oui. Non, c'est juste... voilà. C'est juste pour qu'on ne soit pas dans l'idée que les pays du Golfe donnent de l'argent gratuitement. Les pays du Golfe ne donnent pas de l'argent gratuitement. Une bonne partie de cet argent-là, de ces 14 milliards de dollars, ce sont des dépôts dans la Banque centrale égyptienne. Une autre partie, ce sont des prêts à taux d'intérêt modéré, etc. Des impératifs strictement économiques, lui, il parlait de wahhabisme. Oui, non. C'est-à-dire les frères musulmans, ils ont accueilli, l'Arabie saoudite a accueilli les frères musulmans après la répression de Nasser. Sans l'accueil de l'Arabie saoudite, les frères musulmans ne se seraient pas développés dans la région comme ils ont pu se développer. Mais aujourd'hui, les enjeux sont différents et surtout, il est recommandé à l'Arabie saoudite d'aider un régime qui garantit, comme l'a rappelé Abdelkrim Azzali, une certaine stabilité à la frontière avec Israël. On nous a fait dans les commentaires sur le CPP la critique qu'on n'était pas suffisamment contradictoire. Souvent, on était dans la connivence dans le CPP, ce qui est aussi un choix et peut-être un concept. Sur la question des processus, des processus politiques dans le monde arabe, on a tendance autour de cette table à être plus favorable au processus tunisien et plus défavorable au scénario égyptien. Mais la question que j'ai envie de poser, parce que là on est quand même devant un spécialiste et quelqu'un qui connaît mieux que nous cette question, c'est jusqu'à quel point faut-il souhaiter à l'expérience ici de se casser la gueule? Non, moi je pense que je veux dire, je ne sais pas si on a la... Parce que je sais pas si... Je précise ma question. Nous, on a envie de pouvoir dire définitivement les processus virtueux, ce sont les processus démocratiques qui se respectent, qui vont jusqu'au bout. Il y a eu après l'assassinat, voilà, en Tunisie, on n'a pas fait. Et les processus d'interruption, de putschisme, etc., ça mène toujours vers des impasses. C'est ça qu'on a envie d'enseigner. Non, pour être contradictoire. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec Abd Sharif quand il dit il faut être démocrate ou ne pas l'être. Nous sommes dans des pays en transition. Nous sommes dans des pays où il doit y avoir un minimum de négociations entre les forces politiques. Nous ne sommes pas la France qui a une tradition parlementaire de plusieurs décennies, sinon siècles. Donc, quand le gouvernement des frères musulmans découvre qu'il y a une grosse contestation de son pouvoir, qu'il y a risque de guerre interconfessionnelle dans certaines régions, qu'il y a une sorte de non-reconnaissance de sa légitimité. Normalement, dans une situation de transition, on essaie de négocier, on essaie de trouver des sorties et on ne se corrompt pas à son siège en se disant « j'ai été élu ». Normalement.